Alors, bonjour à tous. Je pense que ça y est, vous m'entendez. Je vais avoir la confirmation dans 30 secondes dans les commentaires si on m'entend pas, mais normalement, tout est bon. On est avec JC Devenay, qui est scénariste de BD et qui est en direct avec nous pendant 1 heure. Donc, le principe, pour ceux qui connaissent pas encore, de la diligence, c'est qu'on va entendre JC pendant une demi-heure sur son métier, sur son expérience. Et ensuite, pendant la demi-heure suivante, on aura des questions. Donc, vous pouvez les poser dès maintenant. Moi, je les note et on les posera ensuite à JC pendant la deuxième partie. Voilà, et ben JC, je te laisse la main. Merci Sarah. Bon, ben, écoutez, bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-Christophe Devenay, je suis scénariste de BD. Je suis ravi de participer à cette diligence, même si on est dans un cadre un peu particulier, dans un contexte qui l'est encore plus. Voilà, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Et puis, bah, écoutez, avantage des inconvénients, c'est vrai que du coup, on a un public captif là, c'est comme les gens dans les avions en fait. Au bout d'un moment, bah, voilà, on est obligé de regarder les écrans. Donc autant mettre ça à profit pour essayer de partager des choses, des connaissances. Et donc merci à Sarah pour cette invitation et pour avoir le plaisir de pouvoir vous parler un peu de mon travail. Donc moi, je suis scénariste de BD. Comme je disais, ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille pour la bande dessinée. J'ai commencé par la bande dessinée jeunesse. J'ai fait pas mal de choses pour les enfants, d'abord chez Albin Michel, chez Milan. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai eu envie de travailler sur des choses plus grand public, voire plus adultes. Et donc c'est ce vers quoi j'ai évolué au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, voilà, j'essaie de faire des albums un peu originaux et puis qui s'adressent vraiment à un grand public avec une envie un peu plus romanesque. Tout ça recoupe en fait ce dont je vais vous parler ce soir, c'est-à-dire un projet d'adaptation d'Haruki Murakami, donc un auteur japonais, avec lequel donc on travaille de manière lointaine, mais travaille avec lui quand même, puisqu'on adapte avec Pierre Griou, un ami dessinateur lyonnais, plusieurs de ses nouvelles directement en bande dessinée, et on le fait pour le Japon, directement avec un éditeur japonais, mais dans un format un peu différent du manga, puisqu'on travaille avec nos normes et nos standards de bande dessinée européenne. Et donc, ben voilà, quand on a réfléchi un peu avec Sarah à ce dont on pourrait parler autour de la bande dessinée, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'évoquer ça. Et donc, ben voilà, je vais vous parler de ce projet ce soir, de comment ça s'est monté, puisque c'est un peu particulier, et puis surtout de comment je travaille, moi, en tant que scénariste, ces adaptations, et ensuite comment je travaille avec Pierre-Marie Griou, donc sur la création et la partie graphique. Haruki Murakami, dont on voit ici un portrait qui est fait par Pierre-Marie Griou, le dessinateur. C'est un écrivain que j'ai rencontré assez tardivement. Enfin, en tout cas, j'ai dû rencontrer, lire ses premiers bouquins en 2004-2005. J'en avais entendu parler par deux autres auteurs de bande dessinée qui sont Charles Berberian et Philippe Dupuis, les gens qui ont fait Monsieur Jean notamment à une époque. Et au détour d'une interview radio, ils avaient évoqué tout le bien qu'ils pensaient de lui. Et c'est vrai que ça m'avait donné terriblement envie de voir un peu ce qu'il faisait, sachant que j'adorais ce que faisaient déjà ces deux auteurs de BD. C'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les gens, ce qu'aiment les gens que vous aimez. Et donc, ben, je m'étais retrouvé à choper un premier recueil qui s'appelait Après le tremblement de terre, qui est un recueil de 5 ou 6 nouvelles de Murakami, qu'il a écrit juste après les événements de 95 et le tremblement de terre de Kobe qui avait été dramatique au Japon. Et il avait eu besoin d'exorciser et de gérer un petit peu cet après-tremblement de terre à travers l'écriture. Et donc voilà, j'avais chopé ce recueil et j'avais découvert en fait quelque chose qui m'avait énormément plu, énormément marqué dans sa manière d'écrire et puis dans sa manière d'appréhender le récit. Euh, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, Murakami, c'est quelqu'un qui adore jouer sur le réel et la fiction, qui adore mélanger le fantastique le plus incroyable à une réalité la plus ordinaire, qui arrive à le faire de manière novatrice et surtout en laissant plein de choses en suspens en permanence. On est toujours troublé sur ce qui s'est dit. Et donc tout ça m'avait énormément frappé à l'époque. Il y avait une nouvelle notamment dans ce recueil qui s'appelle Crapaudin sauve Tokyo, qui avait été une espèce de claque gigantesque. J'avais l'impression de tomber sur une histoire parfaite. Ça n'arrive pas tout le temps, mais là, pour le coup, ben voilà, je lisais cette histoire. Crapaudin sauve Tokyo, c'est l'histoire d'un salariman, d'un banquier de Tokyo qui rentre un soir chez lui et qui découvre un crapaud géant qui lui parle, qui est très, très, très poli, qui a pris le temps de faire du thé en l'attendant et qui lui dit: j'ai besoin de vous pour sauver Tokyo d'un tremblement de terre. Donc, sur cette espèce de base qui tient autant du conte que du fantastique, Murakami arrivait à broder une histoire
qui est hyper touchante, hyper profonde, hyper surprenante et qui dit énormément tout en planquant son sens. Enfin bref, ça avait été voilà, une espèce de pure claque. Et donc voilà, ma première rencontre avec Murakami, ça avait été ça. Ça avait été d'abord une rencontre de fans et de lecteurs qui adorent l'auteur et puis qui apprend plein de choses aussi parce que ça m'avait commencé à me faire décliquer aussi sur qu'est-ce qu'on pouvait raconter, comment s'y prendre. Et voilà, on apprend aussi de ce qu'on lit et ça avait été assez formateur à cet égard. La suite du projet, elle se passe quelques années après, puisque en 2009, je pense, ou 2010, je croise Pierre-Marie Grioux, je le rencontre, on ne se connaissait pas à l'époque. Et voilà, il est dessinateur sur Lyon, je suis scénariste sur Lyon. Vous pouvez envoyer les violons et les musiques un peu au ralenti, les shabadabada. Et donc l'idée, c'est comment on commence à se tourner autour et j'aime bien ton travail, moi aussi, c'est super, on prend des cafés. Bref, de la drague habituelle entre auteurs. Et donc, on commence à réfléchir à un projet qu'on pourrait faire ensemble et on commence à se demander, voilà, qu'est-ce que tu aimes, etc. Enfin, voilà, je sais que j'aime bien travailler comme ça avec les dessinateurs, les dessinatrices. J'aime pas trop arriver avec des histoires toutes prêtes. J'aime bien quand, au contraire, on réfléchit ensemble à ce qui nous botte et on mélange un peu. C'est-à-dire que moi, ça me permet aussi de me renouveler. Ça me permet d'aller vers des choses qui me mettent en difficulté. Enfin bref, j'aime bien ça, quoi. Et donc, sort rapidement sur la table Haruki Murakami. Il est grand lecteur aussi, il est fan. Et on se dit, essayons d'adapter une de ses nouvelles, ça pourrait être intéressant. Et dans un premier temps, on le fait, mais on le fait vraiment comme un pur presque fan service ou exercice, parce qu'on ne se dit pas qu'on va pouvoir arriver à en faire des bouquins. On le fait parce qu'à l'époque, il y a toujours d'ailleurs un recueil de nouvelles BD qui s'appelle le Projet Bermuda, qui est édité par la librairie Expérience, une des plus anciennes librairies de BD sur Lyon, et donc qui était un recueil d'histoires courtes, plus ou moins courtes, comme disait le titre. Et ce qui était intéressant, c'est que ça laissait de la place à des nouvelles, en tout cas des histoires en BD qui pouvaient faire plus de 4-5 pages, ce qui est en général le format magazine. Là, on pouvait aller jusqu'à 14, 20, 25, et c'était assez cool parce que c'est des formats qui n'existent pas. En bande dessinée, le standard, c'est 46 pages. Ça, c'est le standard franco-belge, ou alors après des romans graphiques beaucoup plus gros. Et donc, on se dit, on va faire Crapaudin comme ça. Je me doutais que la mise en BD de la nouvelle risquait d'être un peu large en pages. Et effectivement, on se retrouve comme ça avec un scénario de 26 pages découpées. Là, on a un autoportrait aussi de Pierre-Marie Grioux en version barbe, ce qu'il a plus aujourd'hui. Et au passage, ma version, moi, sans barbe, vous pouvez comparer comme ça les deux aussi, ça vous intéresse. Faire un jeu de la différence, ou des milliards de différences si vous partez sur les différents points. Bref, et donc on se retrouve donc à faire ce scénario, on adapte le projet, et puis voilà, Pierre-Marie commence à dessiner, fait quelques pages. Et rapidement, on se pose une question à nous qui est quand même, c'est cool de faire une adaptation de Murakami, j'ai écrit les 26 pages de scénario, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire en fait avec ça? Parce que le Bermuda, ça va être... est-ce qu'on va pas mettre tout le monde dans la panade si jamais on vient nous dire, mais attendez les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez une histoire de quelqu'un d'autre et vous l'adaptez comme ça sans aucun souci. Donc, on commence à se poser des questions. Et puis, finalement, je commence à me prendre au jeu de dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire exactement. Et donc, j'essaie de rentrer en contact avec les éditeurs littéraires de Murakami, donc les éditions Belfond, 10-18, pour avoir des renseignements. Et donc, je fais mon rat d'Internet, je vais chercher des contacts chez l'éditeur, j'appelle, bref. Je finis par tomber sur des éditeurs qui me disent, écoutez, nous, on a les droits d'adaptation français pour la littérature, mais si vous voulez avoir les draps plus larges, il faut aller vous renseigner auprès des agents de Murakami pour l'Europe, donc qui sont à Londres. Donc là, ça devient un peu vertigineux et je me dis, mais en fait, c'est n'importe quoi. Là, on est en train de faire un travail gratuit, 26 pages pour un recueil qui va être tiré à 500 exemplaires. Enfin, est-ce que ça vaut le coup de mettre en branle tout ça? Et puis surtout, ça ne va pas fonctionner. Et donc, le projet tombe un peu en suspens jusqu'à ce que on se dise, mais ça pourrait intéresser des éditeurs BD et eux pourraient faire cette démarche. Et donc, on entreprend ça. Et on se retrouve donc à monter un dossier avec quelques pages de bande dessinée, ce qui se fait en général quand vous faites des dossiers BD. L'avantage de la BD par rapport à la littérature, c'est que vous ne dessinez pas entièrement l'album. Vous écrivez souvent beaucoup du scénario, une bonne partie, et vous réalisez 4, 5, 6 pages finalisées pour présenter en fait votre vision du graphisme, pour présenter aussi votre manière de raconter. Mais voilà, on ne dessine pas tout.
Donc, on monte ce dossier-là, on intéresse un éditeur qui nous dit, bah, écoutez, moi, je travaille souvent avec des adaptations, donc je vais me dépatouiller pour aller tenter de négocier avec les agents européens de M. Murakami. Et donc, le dossier part entre ses mains, il nous dit qu'il commence à échanger des mails, et puis, après avoir espéré un peu follement pendant quelques semaines, on reçoit une fin de non-recevoir, puisqu'on nous dit, bah non, écoutez, M. Murakami n'est pas intéressé par des adaptations de quelque sorte que ce soit, donc fin de l'histoire. Donc là, on est en 2010, je pense. Euh, on est un peu triste, on est un peu déçu parce que c'est vrai que on avait pris énormément de plaisir à le faire, mais en même temps, on y a cru suffisamment un peu avec cette histoire d'éditeur français pour envisager plus. Et donc là, bon, c'est un peu la douche froide et on se retrouve donc à se dire que bah, voilà, ça sera un projet rangé, tant pis, on l'aura fait. Moi, à ce moment-là, je me rends compte que j'ai appris aussi pas mal de choses différemment en BD. C'est-à-dire que s'amuser à être passé de la littérature à la bande dessinée, ça m'a fait travailler différemment, effectivement, ma manière de mettre en scène. Ça m'a permis de réfléchir à d'autres formes de faire ça, finalement, moins classique en BD. Et donc, bon, on repart avec ça dans les bagages. On se dit, ah, notre petit salariman là, qui s'appelle Katagiri, et Crapaudin, le gros crapaud, là, ne pourront jamais voir y aller plus loin. L'étape d'après se passe petite vignette, en 2014. Non, pas en 2014. 2000, ouais, si, 2014, si. En parallèle de mes activités de scénariste, moi, je suis aussi professeur de scénario. Donc, j'essaie d'enseigner aux gens comment on raconte des histoires. Et je fais aussi des expositions autour de la bande dessinée. Et donc, en 2014, je monte un projet d'exposition qui s'appelle Héroïne, qui a pour but de faire réfléchir le public à la sous-représentation des personnages féminins dans la bande dessinée. C'est-à-dire que l'idée, c'était de montrer et de réfléchir à pourquoi il y a moins de personnages principaux, femmes ou filles, dans les BD, notamment dans les grandes BD patrimoniales habituelles, Schtroumpf, Tintin, Spirou, etc. Bref, je travaille sur cette expo. Je suis en train de travailler avec des illustrateurs, des illustratrices pour créer des visuels. Je fais des interviews avec eux. Et en plus de tout ça, je veux avoir un apport critique et je cherche des universitaires, des gens qui ont des bagages culturels éminents pour faire des contenus critiques autour de ce qu'on est en train de créer. Et donc, je cherche des gens dans tous les sens. Et je me retrouve comme ça à discuter avec un spécialiste du manga, qui est prof à la fac de Lyon 3, si je ne dis pas de bêtises. Et je le rencontre, on prend un café et je lui dis, voilà, j'aurais besoin de toi pour faire des textes sur pourquoi dans le manga c'est différent, etc. Donc, il décline l'offre. Il ne se sent pas assez spécialiste largement dans le BD pour faire ça. Et puis, je sais pas, je lui parle du projet Murakami, qu'on avait monté quelques années. Lui, il me dit qu'il a vécu à Tokyo, à Kyoto, etc. Et il me dit, bah, écoute, j'ai encore un contact avec la responsable du bureau français à Tokyo, le BIEF, le Bureau international de l'édition française. Si tu veux, je te l'envoie. Je dis, bah, écoute, oui, pourquoi pas, je ne sais pas trop quoi en faire, mais tous les contacts sont bons à prendre, donc je récupère ça. Et donc ça, c'est le premier truc qui fait que ça bascule. Le second, c'est que, alors ça va faire vraiment romance et comédie romantique, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je crois, j'allais dire quelques jours après, mais peut-être une semaine ou deux après ce rendez-vous-là, Pierre-Marie me recontacte, alors qu'on n'a plus trop de nouvelles ces derniers temps, et il me dit, j'ai une surprise pour toi, on va se prendre un café. Et en fait, il a réalisé l'entièreté de l'album. Les 26 pages qui étaient restées au scénario, il les a entièrement dessinées, colorisées et traduites en japonais. Donc, je me retrouve là, on se retrouve à ce moment-là avec un truc un peu fou. C'est-à-dire que d'un côté, on a un contact à Tokyo, a priori dans le milieu éditorial, et de l'autre, on a l'album complètement fait. Il a pris, je crois, presque 2 ans pour le faire en temps de boulot à côté de son travail et de ses autres projets. Et donc, bah, c'est une espèce d'heureuse conjonction. Et rapidement, on monte ça en PDF et puis on balance ça donc au Bureau international de l'édition française à Tokyo, qui nous répond assez vite, sous quelques jours, en nous disant bah, écoutez, c'est très joli ce que vous faites, mais nous, en fait, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour présenter des projets d'auteurs français sur des Japonais. On est là pour vendre tous les droits de bouquins de l'édition française au Japon. Mais par contre, nous dit cette personne, si vous voulez, j'ai le contact du bureau de M. Murakami. Donc là, il y a un petit moment de suspens et de se dire ah merde, donc ce coup-ci, ça y est, on va pouvoir aller lui montrer. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on tourne notre mail pendant 48 heures à se demander si c'est suffisamment bien fait, est-ce que c'est clair en anglais, enfin bref. Et on balance notre mail avec le PDF de l'album en japonais. Et on reçoit une réponse donc, de sa secrétaire, je ne sais plus, c'était 2-3 jours après, qui nous dit bah, écoutez, M. Murakami
a lu votre nouvelle, elle a trouvé ça très chouette, il a trouvé ça très chouette. Il s'oppose absolument pas à ce qu'on puisse adapter son travail, surtout sous cette forme. Donc là, il y a un petit moment de flottement, lévitation, où on se dit merde, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On lui a vraiment montré le truc, il l'a vu. On se rend compte aussi ouais, du pouvoir d'Internet, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut arriver aujourd'hui à contacter à peu près n'importe qui sur la planète si on cherche à le faire, et c'est assez grisant. Puis surtout, voilà, on reste comme des cons, mais tout heureux de se dire bon, ben, on va pouvoir peut-être continuer à faire d'autres adaptations, et c'est génial. Et donc là, on commence à se dire on aimerait faire un gros recueil, c'est-à-dire pas juste une adaptation, puisque ça fait 26 pages celle-là, mais peut-être une dizaine de nouvelles, et on fera un gros bouquin, un peu format manga, ça pourrait être chouette. Tout ça, c'est début juillet. Arrive l'été, on passe l'été. Et avant la reprise, fin août, on reçoit un autre mail du secrétariat de M. Murakami qui nous dit M. Murakami a bien réfléchi, il aimerait vous proposer quelque chose. Il se trouve qu'il gère ses droits pour le Japon. Donc, en ce qui concerne des publications en japonais au Japon, il passe pas par aucun agent. Et il aimerait vous proposer, si cela vous intéresse, de présenter le projet à un ami éditeur. Donc là, le premier coup, on avait plané à 1 mètre, mais là, on est en lévitation à 5-6 mètres au-dessus du sol. Et on se dit, bon, putain, là, c'est juste dingo ce qui se passe. Et donc, on répond, bah ouais, bien sûr, allez-y, si vous voulez présenter notre projet, avec grand plaisir. Et voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve donc à être publié à la rentrée 2014. Alors, pas ça, parce que ça, c'est le bouquin final dans un deuxième temps, mais dans la revue Monkey, qui est un très beau MOOC de littérature trimestrielle au Japon, qui mélange des traductions d'auteurs internationaux, des nouvelles originales, du graphisme, de l'illustration. Et donc, voilà, Rapodin sauve Tokyo, notre première adaptation, passe là-dedans. Et on rentre en contact donc, avec cet éditeur, Monkey, qui nous propose très rapidement d'en faire plus, puisque les retours sur cette première nouvelle sont bons. Il a vraiment plein de courriers, il trouve ça chouette. Et il nous dit, écoutez, c'était quoi votre projet? Donc, on lui reparle à nouveau, nous, de notre volonté de faire effectivement un gros recueil. Il nous dit, mais ça prendrait combien de temps? Donc, on dit, 2 ans, 3 ans, ça serait comme 300 pages. Et il nous propose en fait de faire 9 bouquins. Donc, plutôt que de faire un recueil de 9 nouvelles, faites 9 bouquins séparés qu'on sortira au fur et à mesure du temps. Donc, là aussi, c'est encore juste fou. C'est comme ça qu'on se lance donc dans ce qui va devenir Haruki Murakami 9 Stories, 9 livres, chacun adaptant et reprenant une nouvelle de Murakami. Dans la continuité. Donc ça, c'est l'histoire du projet. Donc là, c'est en 2014 qu'on attaque. Aujourd'hui, on est en 2020. On en a fait 7. Le 7e vient de sortir la semaine dernière, le 20 mars au Japon. On commence à en voir le bout. Il en reste 2. Et donc, l'idée aussi de cette rencontre, c'était de vous parler de comment on travaille là-dessus, comment on fonctionne sur ces projets d'adaptation. Et par rapport à ça, donc, la première étape, là, j'ai illustré ça avec de la recherche, mais la première étape, ça va être la sélection de la nouvelle. Donc, c'est quelque chose qui nous avait pris pas mal de temps avec Pierre-Marie au début, de choisir parmi toutes les nouvelles traduites ou américaines qu'on peut lire en anglais de Murakami, celles qui nous plaisent. Sachant qu'il doit y en avoir, je pense, à peu près une cinquantaine, un peu plus, peut-être 50-60 nouvelles aujourd'hui traduites. Donc, on avait fait notre sélection. C'est des coups de cœur, c'est des choses qui nous parlent, c'est des choses qu'on crée des images, c'est des choses qui sont en écho avec nos propres parcours. Et puis, des fois, c'est des débats aussi entre nous, hein, des nouvelles qui étaient plus choisies par Pierre-Marie, d'autres plus par moi. Et donc, voilà, ça, c'est la première partie. Donc, être sûr de la nouvelle qu'on veut faire. Être sûr de son potentiel aussi en BD, c'est-à-dire, si c'est en BD, on va passer par des images, il va falloir utiliser tout le potentiel métaphorique du dessin. On peut se permettre des choses qui sont beaucoup plus marquantes en dessin qu'en film. Quand on fait Crapaudin, on a un crapaud géant et ça marche très bien en dessin. C'est plus compliqué à faire en synthèse. Enfin, tout est possible aujourd'hui, mais voilà. Donc, on réfléchit aussi à ça dans ces choix de nouvelles. Ensuite, la deuxième partie, la partie suivante du boulot, ça va être vraiment la partie scénario, donc ce qui va m'incomber. Et là, en gros, en général, je lis la nouvelle d'abord. Je lis, je relis, je relis encore. Ça peut être 5, 6, 7 fois. En essayant à chaque fois, donc, d'abord de lire ça comme un lecteur lambda, de laisser voir les images qui viennent, et puis de commencer à essayer de générer de plus en plus d'images à chaque relecture pour commencer à réfléchir à ma mise en scène. Je commence aussi à me dire qu'est-ce que je ne vais pas garder, parce que le travail d'adaptation, ça va être souvent de défricher plutôt, d'enlever énormément de choses, parce que je sais que ça passera par la puissance des mots permet de dire énormément de choses en très peu de place, là où le dessin et la mise en scène
là, ça ressemble au ciné, va être plus en termes de pagination et de temps. Donc, voilà, il faut aussi beaucoup couper. Je réfléchis aussi à l'angle que je vais avoir. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas forcément de faire quelque chose d'original ou de décalé à chaque fois, mais c'est d'essayer de trouver un biais qui, à la fois, amène une partie de nous tout en étant aussi respectueuse de ce qu'a fait Murakami. Donc, voilà, il y a tous ces moments de lecture-là. Arrive ensuite un moment où souvent je pose la structure de la nouvelle, la structure dramatique. Donc là, je fais vraiment mon collégien ou mon lycéen ou mon étudiant de lettres. C'est-à-dire que je vais voilà, faire de page à page temps, tel paragraphe, il se passe ça au niveau de l'action. C'est-à-dire que là, je dépiote complètement l'aspect littéraire, je garde que les faits, la chronologie. Sachant que Murakami, dans ses nouvelles, adore tout mélanger, adore souvent avoir un narrateur qui est présent dans un lieu qu'on ne voit pas, mais qui raconte quelque chose dans une autre temporalité, puis qui n'hésite pas à revenir dans le passé, dans le présent. Donc, ça permet souvent ça de ne pas trop se perdre non plus après quand il va falloir mettre tout ça, nous, dans notre continuité à nous, bande dessinée. Et puis, une fois que j'ai fait ce travail-là, j'en parle avec Pierre-Marie. On fait de la doc souvent aussi. Donc là, ce que vous voyez tout à l'heure, c'est des recherches de personnages pour une nouvelle qui s'appelle Où le trouverai-je, qui est l'histoire d'un enquêteur un peu barré qui enquête entre le 24e et le 26e étage d'un immeuble. Et voilà, et on cherchait des têtes et des trognes de personnages. Donc, on va faire des recherches, des docs, beaucoup de visuels aussi, beaucoup d'éléments photos, beaucoup d'éléments de film. On cherche à se nourrir. Pour la prochaine adaptation, Pierre-Marie vient de me faire passer une bible graphique où il a récupéré une centaine d'images un peu partout sur Insta, sur Internet, sur des films, pour donner un petit peu une texture visuelle à tout ça. Et puis, on échange sur ses premiers points de vue. Et une fois qu'on a échangé ça, j'aimerais bien cette idée-là, là, je me lance. Je pars un peu sans filet, ou en tout cas, je prends le bouquin d'un côté, mon carnet de l'autre, et puis j'attaque, page 1. OK, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans la première case? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans la deuxième case? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, je vais faire ce qu'on appelle un découpage, c'est-à-dire je vais décrire pour chaque page de bande dessinée le nombre de cases qu'il va y avoir dans cette page et ce qu'il va y avoir dans chaque case en termes de descriptif et de dialogue. Le mieux, c'est que je vous montre encore à quoi ça ressemble. Alors, je sors de là. Hop. Voilà, il est par ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, une fois que j'ai commencé à le travailler. Ça, c'est le scénario que je fournis à Pierre-Marie. Là, c'est le scénario de la 4e adaptation, Le jour de ses 20 ans. Birthday Girl, Basdoi Garu, en version japonaise. Donc voilà, page 1. À gauche, on a le descriptif de ce qu'il y a dans les cases. À droite, les textes qui est gardé, dialogue ou narratif. Et donc là, mon découpage reprend aussi un forme de la page, à savoir, je bosse par strip, c'est-à-dire par bande. Donc là, il y a ça veut dire qu'il y a 2 strips et il y a une seule case par strip. Et donc, ouverture sur la façade du restaurant italien de Roppongi en pleine page. C'est un jour gris de novembre, une pluie fine tombe sur la scène, etc. Dans la maxime d'information, souvent tirée de la nouvelle elle-même, parfois un peu plus précisée. Et puis, je garde à droite le texte. C'est un temps, il effectuait son travail de serveuse comme les autres jours. Deuxième ligne, si les choses s'étaient déroulées comme prévu ce soir-là, elle aurait dû être libre, etc. Donc là, voilà, on se retrouve avec l'ensemble du scénario. Donc, deuxième page. Des dialogues plus classiques quand on a les personnages qui parlent, narratif, collègue, birthday girl, etc. Donc là, je crois qu'on a une trentaine de pages pour celle-ci. Donc, je propose tout ça. Et je fais quelque chose que je ne fais pas non plus d'habitude en bande dessinée quand je bosse sur les histoires que je crée. C'est que je pousse le vice jusqu'à proposer déjà aussi une idée d'organisation des cases dans la page. Donc là, c'est le quart d'heure psychopathe. Là, pour la première page, j'avais 2 strips, donc j'imagine une grande case comme ça, puis une deuxième en bas. Et j'organise comme ça tout mon gaufrier. Sachant ça que je ne le fais pas d'habitude parce qu'en tant que scénariste, j'estime que ce n'est pas forcément à moi de le faire. Pas parce que c'est une question de répartition, mais parce qu'à un moment, ce n'est pas moi qui suis plus le même d'y arriver. C'est quelque chose de très graphique, le découpage aussi. Et donc, en général, c'est les dessinateurs qui s'en chargent parce que voilà, ils sont eux-mêmes dans cette matière-là. Mais là, sur Murakami, vu que je n'invente pas l'histoire, je ne fais pas les dialogues, je m'occupe plus de mise en scène. Et donc, j'ai retrouvé une espèce de légitimité à pousser à mon rôle jusque dans ces fonctions-là.
Donc, je propose ça à Pierre-Marie. Je le fais aussi parce qu'il en est d'accord. Je pense qu'il y a des dessinateurs avec qui je bosse. Si je leur proposais ça, ils m'avaient répété en disant c'est bon, tu veux dessiner après? Et là, je dirais non parce que je ne sais pas dessiner. Mais là, Pierre-Marie, c'est quelque chose qui l'intéresse d'avoir ça parce que des fois, il le trouve déjà approprié ou bien, parce que des fois, ça lui permet aussi de s'appuyer dessus pour le démolir et pour faire autre chose. Et bref, on a cet accord aussi entre nous pour bosser comme ça. Et donc, voilà ce que j'envoie. Le scénario en PDF que vous avez vu tout à l'heure, ce découpage minutieusement fait sous Paint.net, qui est un petit peu la super version de Paint, et qui me permet donc de montrer au mieux ce que j'ai en tête dans ces adaptations-là. À partir de là, je peux vous parler des premières difficultés, moi, que je connais quand je travaille, ça c'est le jour de ses 20 ans. Ouais, les premières difficultés que je connais, en fait, et par lesquelles on est passé. Le travail d'adaptation, c'est un travail un peu particulier, parce qu'on se retrouve à essayer de bosser sur un univers, sur quelque chose qu'il faut à la fois préserver, mais en même temps en sachant ne pas être trop fidèle. Moi, je sais que c'est un gros problème que j'ai eu dès le début, c'est que j'étais complètement tétanisé par le fait d'oser couper des trucs dans le texte de Murakami. C'est-à-dire que, voilà, on me disait, bah voilà, tiens, tu as 9 nouvelles adaptées, fonce. Et je me rendais compte que je ne pouvais pas tout garder, évidemment, sinon on fait 80, 100 pages par nouvelle et c'est pas jouable, et c'est pas réussi. Mais je ne vais pas supprimer des trucs. Enfin, voilà, je ne peux pas brasser. Et là-dessus, Pierre-Marie m'a beaucoup aidé. Il m'a rappelé qu'il faut tuer le père souvent, hein, et puis des fois, le disciple sert le maître en ne l'étant pas fidèle. Hein. Et donc, il m'a pas mal permis justement de ne pas tomber dans ces travers-là. On a parlé de Shining aussi, il m'a montré comment Kubrick avait complètement défoncé Stephen King pour faire autre chose. Bref, il m'a un peu décomplexé par rapport à ça. Et ça a permis effectivement d'éviter d'enchaîner trop de narratifs, trop de textes, ce que j'avais tendance à faire dans les premières adaptations, parce que voilà, j'étais un peu dans la tétanie de je ne peux pas enlever le texte du maître, moi, misérable petit cancre là qui travaille à Lyon. Et donc, il m'a permis voilà, de travailler ça de manière plus efficace, d'enlever le narratif et surtout de faire confiance au dessin, plus que le texte, ou autant que le texte en tout cas, parce que c'est effectivement la spécificité et la force de la BD, c'est qu'elle touche à la littérature en ce qu'elle utilise du texte, elle peut faire des dialogues, elle peut jouer sur des narrations, sur des focalisations différentes. Elle peut être dans la tête d'un personnage, on peut être à l'extérieur. Enfin, elle permet beaucoup d'effets du roman. Et en même temps, on ne peut pas s'appuyer que là-dessus, puisque sa narration principale, elle vient de l'enchaînement d'images, d'un montage case à case elliptique entre chaque case de ce qui se passe. Et il faut absolument s'appuyer là-dessus aussi. Et donc, ce que j'ai vraiment appris au fur et à mesure de ces nouvelles, c'est finalement comment utiliser au mieux, ou en tout cas de manière la plus efficace, la narration propre à la BD et la force métaphorique du dessin, la force de certaines cases qui sont iconiques. Celle-ci, par exemple, dans Scheherazade, la troisième adaptation qu'on a faite, est une image très forte où on a une petite fille qui raconte les souvenirs qu'elle a de voir des lamproies comme ça dans un aquarium. Et quand elle a vu ça, elle s'est rappelée qu'elle avait été une lamproie dans une vie antérieure. Bref, donc on travaille sur ces éléments-là. Et donc voilà, ça a été les difficultés que j'ai réussi comme ça à évacuer assez vite. Enfin, assez vite, non, ça a pris du temps. Mais en tout cas, qui ont permis d'être été écartés de cette sortie-là. Là, par exemple, aussi, on s'est permis de rajouter des choses. Les petites matrioshkas qu'on voit dans Scheherazade ne sont pas du tout dans la nouvelle initiale. Mais Scheherazade est une histoire assez fascinante qui raconte comment un homme vit confiné chez lui, thématique, et n'a pour seul rapport avec l'extérieur qu'une femme qu'il ne connaît pas, qui s'appelle Scheherazade, qui est une espèce d'agent de liaison. On ne saura jamais vraiment pourquoi ce mec est enfermé ni qui elle est. Mais elle vient chez lui 2 fois par semaine, elle le mène à boire, à manger, à lire, des films à regarder. Ensuite, elle l'entraîne dans la chambre, ils font l'amour, et une fois qu'ils ont couché ensemble, elle lui raconte une histoire. D'où son surnom de Scheherazade, une histoire qu'elle interrompt évidemment à chaque moment de suspense, le laissant lui complètement en attente, haletant de sa prochaine visite, et nous autant, justement, avec cet effet de double narration. Et donc, en hommage à Scheherazade, au récit emboîté, dont Murakami s'est amusé, on a eu l'envie de matrioshka qu'on a placé dans la chambre, qui permet aussi de séquentialiser les différentes parties de la nouvelle en les ouvrant petit à petit, les unes après les autres. Voilà.
Si on parle un petit peu de la partie du travail de Pierre-Marie, qui est donc ce qu'il fait à partir de mon scénario. Donc une fois que j'ai passé le scénario, il va le lire. On va souvent, chaque fois, se faire une réunion de lecture derrière. On reprend le scénario, on annote, ça va pas. Là, il y a trop de narratif. Arrête de mettre le même texte dans l'image qui décrit l'image, ça suffit. Bref, on fait une lecture positive et critique. Et derrière, il va travailler le storyboard ou le crayonné, qui est donc un premier jet rapide. Alors là, sur cette histoire-là, il est un peu moins rapide, il est déjà un peu plus poussé, de la page, qui va lui permettre en fait de voir si le découpage fonctionne, de mettre en place les éléments, de placer ses bulles et ses textes aussi, de manière à donc pouvoir voir effectivement si tout passe, être sûr de ça et fonctionner. Donc il va faire l'ensemble des pages sous cette forme-là. On va se faire des relectures, des annotations avec le texte, on va regarder. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on passe à la phase d'après, qui est donc là l'ancrage. Donc là, il a travaillé de manière un peu particulière sur cette histoire, puisque, encore une fois, on a deux moments de temporalité. Donc il a eu envie de traiter en fait les souvenirs. Donc là, l'histoire d'un homme qui se fait renverser par un tramway, dans un style très 70, de manga un petit peu policier des années 70, qui avait ces côtés très blancs comme ça et très noirs, ancrés comme ça un peu hachurés. Et puis, pour le moment de la narration présent, il a choisi quelque chose de plus clair, avec une ligne presque ligne claire, enfin, c'est pas ça, mais en tout cas un trait plus fin, et des tons plus grisés. Donc là, même chose, on retrouve dans cette histoire. Donc là, c'est notre histoire d'enquêteur un peu bizarre, qui est un petit peu une espèce de branquignol, dont on ne sait pas s'il est vraiment enquêteur ou pas, mais qui est appelé par cette femme qui a perdu son mari un jour alors qu'il descendait chez sa mère. Donc il lui habitait au 26e, il descend au 24e voir sa propre mère, il disparaît entre les deux, personne ne sait où il est. Et ce gars va mener l'enquête. La troisième phase va être une forme de mise en couleur. On n'a plus que du trait, on va commencer à avoir des volumes, à avoir des éclairages. Il va commencer à travailler donc sur la texture même des personnages. Alors celle-là est restée en noir et blanc, puisque on a voulu faire un hommage un peu au film noir, justement, au film au roman de Chandler avec Philippe Marlowe. Donc c'est vrai qu'on est parti là-dessus. Et puis la dernière étape, hop, il se passe un petit truc de bizarre. Là, c'est la mise en lumière, la finalisation vraiment de la page, la mise en place des textes. Et ce qui est bizarre, c'est que, si vous regardez bien, on retourne la page comme dans un miroir, puisque effectivement, on travaille pour le public japonais et que donc, on a un sens de lecture qui est différent. Les Japonais vont lire donc de droite à gauche la bande dessinée. Et donc, nous commençons absolument pas de la travailler de cette manière-là. On la fait de gauche à droite et on flippe la page ensuite. Ça demande une certaine gymnastique mentale, notamment pour le dessinateur. Je vous montre d'autres pages. Faut savoir que les dessinateurs, souvent, pour voir si leur dessin a des défauts, le mettent dans un miroir. C'est un truc de dessinateur. En regardant un dessin dans un miroir, d'un coup, on voit apparaître des défauts de dessin qu'on ne voyait pas dans le dessin original. Du coup, demander à un dessinateur de flipper toutes ces pages pour les publier telles quelles à la fin, il y a une espèce de supplice un petit peu délicat que Pierre-Marie affronte avec bravoure et vaillance à chaque fois. Attention, ça va flipper. Ouais. Et donc, c'est souvent surprenant pour nous aussi de se retrouver dans le sens et de voir ça. Une fois qu'on a fait ce travail, là, je vous frustre un peu parce que je ne peux pas vous amener jusqu'au lettrage sur ces pages-là. Mais une fois qu'on a fait ce travail, donc, reste l'étape du lettrage. Donc, nous, on travaille en français avec Pierre-Marie. On fait ensuite traduire notre scénario en anglais, où on le traduit nous-mêmes. Ça dépend si on a des versions aussi parfois anglaises. Mais en général, je préfère le faire traduire par quelqu'un qui connaît bien. Hop, donc là, c'est sur ce nouvelle-là. Là, on voit un extrait du bouquin. Donc ça, c'est la 5e adaptation, Samsa amoureux, qui est un hommage à Kafka. Et donc derrière, voilà, une fois qu'on a flippé la page, on reçoit des japonais, les traductions en japonais. Et donc à partir de là, Pierre-Marie va vraiment pouvoir calibrer la taille de ses cartouches, de ses bulles, pour pouvoir y faire rentrer le texte. Sachant que là aussi, c'est très particulier puisque ils écrivent de haut en bas, pas de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc ça demande des formes de cases, de bulles surtout différentes, avec lesquelles donc, on va s'accommoder. Un travail aussi que fait Pierre-Marie de manière hallucinante, dans lequel je ne m'implique pas du tout, mais qui est hyper intéressant, c'est la gestion des onomatopées,
qui est quelque chose de primordial en bande dessinée. Donc, les onomatopées, c'est comment on traduit tous les sons, tous les bruits. C'est le travail de sound design qu'on va faire dans la BD. Voilà, Pierre-Marie le fait en japonais, puisqu'il faut le faire en japonais. Et c'est d'autant plus fun, a priori, que les Japonais ont une variété de assez hallucinante par rapport à l'Europe. Et ont des bruits pour tout, pour le gluant, pour les trucs qui se mâchent, pour les bruits de papier, bref. Donc, il s'éclate assez là-dessus et il est aidé d'une amie japonaise avec qui il travaille, et qui sont des sessions justement pour tenter de trouver la bonne onomatopée qui rendra parfaitement dans l'ensemble de la bande dessinée. Voilà, je pense que de mon côté, je ne dirais pas que j'ai fini. Je peux vous raconter d'autres choses, mais peut-être que Sarah, tu veux reprendre la main, voir s'il y a des questions. Je suis Ah, là. Tu m'entends? très bien. Oui, je t'entends, ouais. Super. Eh ben, merci déjà pour cette première partie. Je pense qu'on a on a plein de choses à discuter. J'adore la partie sur les onomatopées à la fin que je savais pas du tout Ouais. qu'il y avait autant d'onomatopées. C'est assez fascinant. Est-ce que tu, d'ailleurs, question là comme ça, est-ce que tu sais pourquoi nous on en a moins en fait de manière de justement de d'écrire les sons à l'écrit? Euh, je sais pas. Alors, on en a beaucoup. Hein, ça reste quelque chose d'assez riche. Mais c'est vrai que les Japonais ont un cinquième goût aussi de base. Tu as déjà entendu parler de l'umami. En fait, on a le salé, le sucré, l'acide, la mer. Ah Euh, oui. Et il y a un cinquième goût dans le palais japonais qui est cette espèce de goût du glutamate qu'on retrouve dans beaucoup d'ingrédients qui en général nous fait triper. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont plus de bruit parce qu'ils ont plus de goût. C'est un truc sensoriel général. Non, je sais pas, c'est des explications un peu à la va-vite. Le fait est que ouais, il y a des dans le manga, tu as un bruit pour la nourriture qui est bonne à mâcher, le mium mium qui va être très agréable. Enfin voilà, je sais pas, peut-être une attention plus fine un peu à tout ce qui les entoure aussi. Ça pourrait justifier ça. Ne vous appuyez pas là-dessus pour faire une thèse, hein, c'est purement de l'impression. Ouais. Il y a de la matière en tout cas. Alors du coup, je vais essayer de les prendre plus ou moins dans l'ordre et par thématique, les questions. Donc Clément demande si donc quand tu travailles pas sur des adaptations, comment Ouais. est-ce que tu travailles sur tes idées originales, donc en comparaison avec ce que tu viens de nous expliquer sur l'adaptation? Est-ce que voilà, tu as une manière différente de travailler dans ces cas-là? Et je vais en plus te poser une autre question par-dessus. Est-ce que du coup, tu as une Mhm. autre manière de travailler avec d'autres dessinateurs? Parce que là, justement, tu nous as montré un découpage que tu fais pas d'habitude. Mhm. Dans ce cas-là, comment est-ce que tu distribues entre guillemets le travail entre le dessinateur et le scénariste? Alors, je vais commencer par la deuxième question. En fait, il y a plein de manières de travailler. Je ne dis pas qu'on en invente une à chaque fois, mais il y a des dessinateurs, par exemple, qui vont me demander une continuité dialoguée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas me demander de faire un découpage en cases. Ils vont me dire, dis-moi grosso modo ce que tu veux dans la page et raconte ce qui se passe un peu comme du scénario ciné habituel. Ne fais pas un découpage case à case. Il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui veulent juste le découpage case à case, mais qui ne rentrent pas dans le détail des plans. Ils ne me disent pas, mais on s'en fiche, commence pas à me dire que dans la première case, c'est un gros plan, un contre-champ, on s'en fout. Dis-moi juste ce qui se passe, dis-moi combien de cases tu vois, et moi, je fais avec ça. Il y a un dessinateur avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Jérôme Jouvet. On a fait un bouquin qui s'appelle Johnny Jungle. Quand on a commencé à bosser ensemble, il m'a dit, bon, le scénar, c'est sympa, mais ne te casse pas trop la tête. Fais du scénar, mets pas trop de trucs dedans. Et puis, tu viens à l'atelier et on fait le storyboard ensemble. Donc ça, c'est la seule fois où j'ai eu cette demande-là. Au début, je suis resté con parce que je ne sais pas du tout dessiner. Enfin, j'ai un niveau CE2 moins, quoi. Donc, aucun intérêt. Et il m'a dit, mais si, tu viens, on se met autour d'une feuille blanche, on lit ton scénar, et puis bah, tu me dis comment tu vois les choses, clairement, et comment tu vois les plans dans les cases. Et donc, je me suis dit, mais ça va me rajouter un temps de travail de malade, ce qui était vrai, ça m'a rajouté un temps de travail de malade. Mais en même temps, c'était super enrichissant. C'est-à-dire que d'un coup, on retravaillait une étape de plus d'écriture et de passage au dessin, et qui était hyper enrichissante parce qu'on trouvait parfois des conneries ou des idées en plus. D'autres fois, on se rendait compte que d'autres trucs ne marchaient pas ou qu'on pouvait aller plus vite. Enfin bref, ça a permis vraiment d'avoir une étape de travail hyper intéressante. Voilà, donc j'ai plein de manières de bosser différentes et elles sont effectivement, je pense, à adapter suivant les désirs, les demandes de chacun ou de chacune des dessinateurs, quoi, des dessinatrices. Est-ce que du coup, tu dirais que le travail de scénariste de bande dessinée est plus, disons, plus flou, c'est pas le terme, mais disons plus libre peut-être que le métier de scénariste pour l'image, donc pour le cinéma, pour la télévision, où finalement on disparaît entre le moment de l'écriture et le moment de la réalisation. Et là, du coup, tu as Ouais, peut-être plus de liens avec le dessinateur et donc tu as plus de maîtrise, entre guillemets, de l'œuvre du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de ouais, liberté? carrément, carrément, carrément.
c'est ce qui fait que j'adore ce métier. Alors, j'ai pas eu d'énorme expérience. J'ai écrit des courts-métrages, certains ont commencé à être tournés. J'ai bossé pour le jeu vidéo un peu, mais ça a été des trucs assez éphémères et qui m'ont jamais poussé ou donné envie d'aller plus loin. Donc là, on parle d'expérience de quelques mois à chaque fois. Ce que j'y ai entrevu à chaque fois, c'est effectivement l'immense chaîne de production entre le moment où nous, on écrit et par tout ce quoi ça doit passer le nombre de personnes. En BD, ce que je kiffe, c'est qu'effectivement, on est 2 ou 3, ou on peut même être tout seul. Hein. Si tu sais dessiner, tu sais raconter, tu fais ton truc tout seul. Mais sinon, à 2 ou 3, on est effectivement très libre. Un scénariste, un dessinateur, dessinatrice, une coloriste. On est libre aussi d'un point de vue de ce qu'on peut faire, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Il y a des limites, effectivement. À un moment, tu ne peux pas demander à un gars de faire un bouquin de 1000 pages. Mais, et encore. Mais dans l'idée, voilà, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de choses, de scènes qui ne sont pas possibles parce qu'on va te dire, oui, mais là, tu ne peux pas nous faire là, 25 dinosaures qui sont en train de se batailler au sommet d'une montagne en feu. Enfin bref, on est complètement libre de ce qu'on peut faire et ça, c'est assez kiffant. Et effectivement, oui, on a une grande maîtrise du projet du début jusqu'à la fin. On ne disparaît pas. On disparaît pas. Je vais brancher mon ordinateur sur le qu'on reste encore ensemble. On ne disparaît pas comme ça, effectivement, au sein d'une chaîne. Donc, c'est vrai que ça, c'est agréable. Je reviens. Tu reviens? Tu nous laisses pas Je cherche tomber? une prise ici, par là. Ah, t'as plus de batterie. Ouais. Tu me dis quand c'est OK. Du coup, je vais en profiter pour enchaîner si tu peux m'entendre sur la question Ouais, je t'entends, ouais. d'après. Du coup, Valérie Faure demandait s'il y avait une signification dans ton doc sur le découpage, tu sais, celui que tu nous as montré à peu près au début, Ouais. ton découpage de cases. Est-ce qu'il y a une signification pour les couleurs? Ah, alors, oui, ça, alors, j'aime, voilà. Oui, d'un point de vue purement pratique, ça me permet de voir page 1, page 2, paire impair, déjà, où je suis à peu près, Ton doc gauche-droite. d'avant, tu sais, en fait, celui où tu as juste les cases, comment tu dis, ton gaufrier. Ouais, mon gaufrier. Ça correspond en fait aux couleurs que j'ai écrites déjà dans D'accord, le scénario. ouais. Pour pas qu'on s'y perde de trop, c'est où ça que je l'avais mis? Je ne sais plus. Bref, mais. Voilà. Ouais, ça correspond en fait juste aux couleurs de la page que j'ai mise pour avoir ça. Après, j'ai un petit côté léger autiste, je pense. J'aime bien avoir des couleurs pour les projets. Donc voilà, j'ai des projets qui sont orangés verts, j'ai des projets qui sont bleus. Bref, puis ça me permet aussi, quand j'écris dans mes carnets les différents trucs, d'avoir des couleurs attribuées pour chaque projet et ça permet de me retrouver rapidement dans mes carnets aussi. D'accord, donc Voilà, donc ça c'est c'est. juste de l'organisation très poussée, quoi. Oui, j'aime bien acheter des stylos en fait. Ah, Ça, j'ai des dépenses folles de stylos après, hein, de différentes couleurs. Mais ça. du coup, j'ai une autre question de Clément qui demande quel est ton rapport à la traduction? Parce que tu disais que tu avais choisi les nouvelles en fonction de leur traduction, etc. Comment est-ce que ça double avec une autre question que je vais te poser ensuite. Comment est-ce que tu es certain que ces traductions-là collent bien à ce que tu veux, justement? Et surtout, la deuxième question que moi j'aurais en plus, c'est est-ce que tu respectes à la lettre en fait le texte d'un dialogue, par exemple, ou est-ce que tu t'es permis quelques modifications à ce niveau-là? Je parle des dialogues vraiment purs et durs. Ouais. Alors, la traduction, on y est confronté 2 fois. On y est confronté effectivement au départ. C'est-à-dire que moi, je travaille à partir des traductions de Murakami déjà. On travaille à partir. Il y a 2 grandes traductrices de Murakami en France. Il y a Hélène Morita et Corinne Atlan. On a pu contacter, avec qui on est rentré en contact, qui sont donc les 2 traductrices un peu officielles. Et ça m'a beaucoup déculpabilisé aussi quand j'étais en train de me flageller en me disant je ne peux pas toucher un mot du dialogue de Murakami. J'ai commencé à regarder les différences qu'il y avait entre les traductions françaises et anglaises notamment. J'ai commencé à me dire mais en fait c'est déjà ouf ce qui passe dans les traductions. C'est-à-dire que sur cette nouvelle par exemple, là, la seconde attaque de la boulangerie, qui est l'histoire d'un couple de mariés qui vont se retrouver à braquer un McDo en plein milieu de Tokyo à 2h du mat. Dans la nouvelle française, il la braque avec un fusil à pompe. Dans la nouvelle anglaise, il la braque avec un pistolet. Ou c'est l'inverse. Et on ne sait pas pourquoi. C'est juste la traduction qui a changé ça. Et donc, régulièrement, dans les nouvelles, on se rend compte qu'il y a des écarts de traduction, peut-être parce qu'ils disent que culturellement, ça ne sera pas compris. Mais c'est vrai que c'est juste hallucinant. Et donc, à partir de là, on se dit, OK, donc, je peux peut-être me permettre, moi, des variations parce que je ne sais pas du texte pur et dur de Murakami ce qui est arrivé en français. Et puis, dans l'autre sens, effectivement, je ne sais pas ce qu'il a écrit. J'ai fait un peu de japonais pendant un an, que j'ai bien oublié depuis.
Et donc, je n'ai aucune garantie de ce qui est traduit exactement. Donc, effectivement, c'est un pari. Bon, a priori, ces bouquins existent vraiment, hein, puisque on m'a envoyé des photos du Japon, donc ça existe déjà bien. Je pense que les traductions sont les bonnes, c'est peut-être un peu rassurant du truc. Et puis, la dernière question, c'était… Non, c'était les 2 étaient mêlés, c'était, comment tu, oui, sur les dialogues, ouais. envisages voilà, la traduction et puis la question des dialogues, est-ce que c'était Ça m'a vraiment mis du temps. voilà. Ça m'a mis du temps à trancher dans les dialogues de M. Murakami, sachant que des fois, c'est nécessaire. Sachant que on se rend compte, et c'est pas propre à lui, mais souvent quand on lit des bouquins, un dialogue de bouquin a tendance à parfois répéter la même information une fois et demie, deux fois facilement. Ça passe beaucoup mieux en roman. Si on commence à mettre ça, je sais pas sur un film, mais dans une BD, en tout cas, on se dit, mais en fait, j'ai pas besoin de redire deux fois l'info. Donc, ouais, je me retrouve souvent à sabrer dans les dialogues. Alors autre question de Charles, est-ce que il t'est déjà arrivé de bosser, sur plusieurs projets simultanément? Et est-ce Hmm. que, ces projets-là se nourrissent les uns les autres? Est-ce que tu as des Ouais. exemples? Alors, je vais retourner je n'ai jamais bossé sur un seul projet tout seul. Donc, je suis tout le temps sur plusieurs projets en même temps. Là, en ce moment, je dois être sur 6 albums, 6 projets en même temps. Oui, ça se nourrit. En même temps, il faut que ça soit bien cloisonné. Il faut justement, je fais attention quand je prends des nouvelles choses ou que je pars sur des nouvelles histoires, à ce qu'elles ne viennent pas trop empiéter sur les thématiques, sur les univers, sur le ton d'une histoire que je suis déjà en train de faire, parce que je sais que là, ça risque de se doubler, de se phagocyter, et c'est pas bon. Donc en général, j'essaye d'avoir des univers bien étanches dans ma tête, chacun avec sa couleur, et ça permet effectivement de faire ça. Après, c'est sûr que ça se nourrit. En même temps que je bossais sur Murakami au tout début, j'avais bossé sur l'adaptation de Phèdre, la pièce de Racine, et je m'étais retrouvé à gérer 2 textes hyper différents, et ça m'avait fait réfléchir énormément au texte, au rapport entre le texte et l'image. Des fois, des recherches pour l'un, je me rends compte que ça va plus me nourrir pour un autre, etc. Donc ouais, tout ça s'enchevêtre, mais il faut arriver justement à ce que ça ne soit pas non plus complètement le dawa et que ça fasse un gros plat de lasagne indigeste. J'ai une autre question de Valérie que j'aurais dû mettre juste après, sa question sur les couleurs justement, parce qu'elle a une question sur les que je me suis jamais posée, que je trouve en fait hyper intéressante, sur les bulles et sur la forme des bulles. Donc elle Mm. demande est-ce qu'il y a une corrélation entre, la forme d'une bulle, par exemple tu prends une bulle rectangulaire, une bulle ronde, une bulle, je sais pas ce que tu veux, et les Mm. émotions qu'elles sont censées faire passer. Alors on sait qu'il y a des bulles écrites pour les pensées, et cetera, mais il y a des choix en fait, graphiques de bulles qui sont plus ou moins, forts. Bien Est-ce sûr. que, tu peux, nous en parler un petit peu? Bien sûr, bien sûr. Ouais, alors, c'est du dessin, la bulle. Enfin, on dit que la BD, c'est du texte et de l'image, mais même le texte, c'est de l'image, en fait, dans une BD. Et ça prend une place dans l'image, donc il faut le gérer aussi comme de l'image. Il y a des conventions classiques. Effectivement, quand tu fais des choses rectangulaires, c'est plutôt un flot de pensée, c'est plutôt une narration intérieure. Quand tu vas faire des bulles rondes, c'est plutôt des personnages qui parlent, mais à partir de là, tu fais un peu ce que tu veux. Là, il y a beaucoup de narratifs parce que on se retrouve effectivement à avoir beaucoup de voix off. Là, on voit un exemple de flip de classe japonais, français. Après, on est libre de faire ce qu'on veut. Effectivement, on peut avoir des bulles très expressives. On peut jouer avec le queue de la queue de bulle aussi pour la mettre un petit peu hésitante, entortillée. Il faut se faire plaisir avec ça un maximum. Ça va amener plein de choses. Il y a un très bon album de BD qui s'appelle Asterios Polype de David Mazzucchelli. Lui, son trip, ça a été de trouver un lettrage, c'est-à-dire une manière d'écrire les textes différente pour chaque personnage. Et on n'est pas habitué. Et en fait, c'est hyper fort parce que l'écriture, la forme d'écriture, plus ou moins rectiligne, ondulée, ronde, fait que d'un coup, on entend une voix différente. Et donc, on peut imaginer énormément de choses par rapport à ça. Du coup, ça me fait une transition sur la question d'après qui est est-ce que, tu peux, détailler un petit peu, c'était une question de Clément, détailler un petit peu ton process sur la caractérisation de personnages et comment, notamment tu travailles cette caractérisation-là avec, le dessinateur? Et comment est-ce que tu l'as repolie, Ouais. potentiellement avec lui ou elle? Alors, je n'ai pas répondu à sa première question tout à l'heure sur effectivement comment je travaillais à partir d'idées originales. Mais là encore, de même manière, le travail de caractérisation, j'ai déjà un super boulot qui est fait par ce que me donne le texte et la nouvelle. Donc à partir de là, ça ressemble plus à du casting souvent. On se demande comme avec Pierre-Marie si on est d'accord sur l'interprétation de qui est le personnage,
sur psychologiquement comment il fonctionne, sur son parcours. Donc, on se pose un peu toutes ces questions-là, d'où il va, où il finit. On essaie de voir si on est d'accord. Là, on a eu cette discussion-là en fin de semaine dernière, parce qu'on pour la prochaine nouvelle, donc, qui s'appellera Memory, Sommeil, on a une femme au foyer hyper borderline qui arrête de dormir, qui ne dort plus et qui découvre en fait une autre réalité, puisque elle passe toutes ses nuits à pouvoir faire ce qu'elle veut, au lieu de s'occuper de sa famille le jour et de faire que ça. Bref, et donc on se posait la question de est-ce qu'elle se libère ou est-ce qu'elle est en train juste de partir vers un truc hyper border, limite psychotique. Je pense qu'on est entre les deux. Donc on va en discuter. Après, des fois, moi, j'ai des suggestions de physique, mais je sais que j'aime pas trop faire ça, d'aller chercher des images d'acteurs. Je préfère là-dessus que Pierre-Marie se fasse des beaux castings, comme on voyait tout à l'heure, et après, on regarde ensemble en disant, OK, toi, tu vois plutôt quoi, qui, etc., quoi. Donc, la caractérisation, elle est vraiment graphique, une fois qu'on a trouvé et qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'a imaginé Murakami, quoi. Et sur tes projets perso, du coup? Pas sur les adaptations? Ouais, alors sur mes projets perso, bah, c'est encore toute une partie du boulot autre. Moi, je pars d'idées, je pars d'images, je sais pas trop d'où je pars. Enfin, si, je sais d'où je pars, mais je sais pas pourquoi ça vient. Ça vient parce que je pense que je me suis nourri de plein de trucs différents, que j'ai lus, que j'ai vu des films, que j'ai écouté des choses, et qu'à un moment, il se passe un truc dans ma tête et je sens qu'il y a un bout d'idée. Des fois, j'ai l'impression que mon boulot de scénariste, c'est plus de savoir reconnaître là où il y a des idées intéressantes que de les inventer. Donc, ça veut dire être capable aussi de s'ouvrir d'être un peu en attention, que ce soit quand tu lis, quand tu vois des gens, quand tu discutes, quand tu écoutes les infos. Enfin bref. Donc voilà, une fois que j'ai cette idée qu'elle me semble intéressante, parce que je me dis là, il y a un potentiel, là, il y a un conflit, là, il y a quelque chose qui me donne envie d'y aller, en fait, ben, je chauffe dessus. C'est des braises, en fait. Hein, c'est des braises qu'il va falloir un peu embraser. C'est le côté pyromane du scénariste. Les scénaristes sont des pyromanes qui s'ignorent. Et à partir de là, je vais effectivement essayer de développer un maximum de choses, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me génère comme idée de personnage, comme idée d'univers, qu'est-ce que j'ai envie de raconter en termes de genre, d'intrigue. Donc là, je pars un peu dans tous les sens. J'essaye de développer un maximum de pistes en n'en fermant aucune dans un premier temps. Je sais que je ne vais pas tout garder, mais dans un premier temps, j'adore jeter tout par brainstorming, par association d'idées. Et je fais en fait une espèce d'immense comment dire, d'immenses châteaux de sable, ou en tout cas d'un truc avec plein de petites choses possibles. Mon travail dans ce premier temps, c'est d'être le plus foisonnant, de ne rien interdire, d'imaginer 5, 6, 7 situations différentes pour différentes scènes, et on verra celles qu'on garde. Et voilà, une fois que j'ai fait vraiment ce travail-là de foisonnement, de broussailles, de densité, mon boulot, ça va être au contraire, dans un deuxième temps, de revenir et d'élaguer tout ça et de commencer à lui donner une forme, quoi. Et là, de le faire par rapport à des règles dramatiques, des règles dramaturgiques. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je pense qu'il faut créer son univers. Et puis, le dernier jour, on leur donne un peu, quoi. Enfin, le dernier jour, on se repose normalement. Mais on crée l'univers et après, on leur donne les choses. On se repose. Voilà, en gros, quoi. Et pour la caractérisation, ça dépend des projets, en fait. Il y a des projets qui peuvent se suffire avec des personnages assez simples, assez marionnettes presque. Après, je sais que j'aime bien mettre des caractères de gens que je connais dans les personnages, euh, sans forcément que ça soit lié à leur biographie, mais leur manière d'être. Je sais que je parle souvent de moi aussi, ou proche, j'analyse ça. Donc, après, c'est voilà, qu'est-ce qui va les faire bouger, les personnages. Donc, c'est d'autres personnages aussi qui les nourrissent. Souvent, on fait des personnages à partir d'autres personnages qu'on a adorés. On va dépioter en disant hey, j'adore ce côté mégalo débile, j'adore ce côté sournois, bref. Et on récupère tout ça et on va voir ce que ça va donner, quoi. Mais encore une fois, la caractérisation, c'est un travail important en amont, mais ça va vraiment commencer à exister à partir du moment où on va écrire les choses. C'est-à-dire qu'un personnage, il existe à partir du moment où vous le mettez en action et vous commencez à lui donner un objectif et vous allez le confronter à des choses. Avant, une caractérisation, ça n'a pas tellement de sens de dire voilà, il est sournois, il est magalo. Ça peut prendre 15 000 formes différentes. Ce qui va être intéressant, ça va être de le confronter aux bonnes situations et là, de commencer à donner l'impression qu'il bouge tout seul, quoi. Je reconnais bien là ta casquette de prof. Mais pas du tout. Non, c'est positif, au contraire, c'est un compliment. Du coup, Charles demande si tu as déjà envisagé l'animation? Alors, j'ai bossé deux époques différentes sur des projets d'anime qui n'ont pas abouti.
Mais oui, on avait tenté d'abord comment ça s'appelait un unitaire, un 26 minutes avec une boîte d'anime 3D sur Lyon. Voilà, on avait voulu faire un truc avec les enfers et le diable, et en fait, ça a priori, ça plaît pas trop aux producteurs télé en général, et pour les enfants, donc c'est pas une bonne idée. Et puis après, j'ai bossé oui, sur un projet de série aussi, qui pareil, n'a pas dépassé le stade de la pré-production. Euh, je trouve ça intéressant, c'est un peu la même chose. Pourtant, c'était une petite boîte, ce qui était cool. Mais voilà, on se retrouve avec plein d'impératifs qui sont autres. Et à un moment, comme ça marche en BD, comme j'arrive à faire les projets que je veux, dans la forme que je veux, c'est vrai que c'est plus alléchant de rester par là, quoi. Valérie demande si tu sais à l'avance avec qui tu vas bosser. Elle parle des dessinateurs, ou est-ce que tu proposes parfois, souvent, tout le temps, directement à des dessinateurs ton projet? Par rapport je crois qu'elle allait me demander par rapport aux éditeurs. Là, Euh, elle parlait vraiment des dessinateurs, ouais. du coup. Ouais. Non, alors en général, oui, j'écris quand même avec des gens en tête, ou même je n'écris pas, mais je vais voir des dessinateurs ou des dessinatrices dont j'aime le travail, et on se tourne autour et je leur dis voilà, j'aime ton travail. Et on cherche des choses ensemble. Donc des fois ils n'ont pas envie, des fois ils sont pas dispo, des fois ok. Et donc de plus en plus j'aime au contraire qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse à ce qu'on a envie de faire là dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent, quoi. Après, ça m'est arrivé d'écrire entièrement des projets, en tout cas de les avoir vraiment déjà structurés, d'avoir l'ensemble des scènes, etc. Et de dire, voilà, je cherche un dessinateur, une dessinatrice. C'est le cas d'un album là, qui a été reporté, qui devait sortir bientôt, qui s'appelle Géante, où j'avais écrit l'intégralité des chapitres de l'histoire, et j'ai cherché une dessinatrice qui voulait bien le faire. Et bon, j'ai fait une super rencontre avec une autrice espagnole qui s'appelle Nouria Tamarit, et avec qui on a travaillé à distance. Donc, c'est tout le contraire de ce que je vous ai dit avant, ce qu'on a fait avec Nouria. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais vu. On a bossé qu'à distance. J'ai envoyé le scénario, on échangeait sur les pages, mais ça s'est super bien passé. Voilà. Donc, en fait, tout est possible. Et il y a plein de manières de faire différentes. Voilà. L'idéal aujourd'hui, moi, c'est quand même de pouvoir vraiment réfléchir ensemble à un début d'histoire ou à des envies, et après, moi, de faire mon miel avec ça et d'essayer de le proposer sur mesure aux dessinateurs, dessinatrices, pour peu qu'on puisse proposer un truc sur mesure en miel. Enfin bref. Voilà. Il est 21h30, c'est pour ça. C'est ça. Est-ce que tu peux revenir avant, on va pas tarder à terminer, mais tu pourras répondre aux questions de tout le monde si tu veux directement Bien sur sûr. Facebook. Mais la question de Charles aussi, c'était est-ce que, on voit toujours ton écran, hein, je te le dis au cas où, hein. Euh, Ouais, ouais, ouais. Ne est-ce vous que, inquiétez pas, c'est bon. est-ce que tu as des œuvres qui t'ont particulières, qui t'ont attiré vers le monde de la BD? Et est-ce que en plus, la deuxième question, tu as des préférences entre la BD franco-belge, le manga, les comics, le roman graphique, etc. Est-ce que tu as des sensibilités particulières? Euh, Moi, je suis tombé dans la BD, phrase que disent une fois par jour tous les autres BD. Non, mais ouais, mes parents étaient des gros lecteurs de BD, donc il y avait une immense bibliothèque à la maison. Et donc, bah voilà, dès tout petit, j'ai pu piocher dans plein de trucs. Et ça m'a plu. Après, j'ai eu très vite envie de raconter des histoires. J'ai bouffé du livre dont vous êtes le héros. J'ai fait énormément de jeux de rôle quand j'étais jeune et puis ado. Et donc, j'étais le maître du jeu. J'adorais imaginer les récits, les faire vivre aux autres et tout. Mais il n'y avait pas forcément envie de faire de la BD avec ça. Ça aurait pu être du cinéma. Enfin, voilà, en cinquième, j'avais demandé à ma CPE, à la conseillère d'orientation, comment on faisait du cinéma. Bref. Et j'ai rencontré en fait un auteur de BD qui est venu faire un atelier dans mon lycée qui s'appelle toujours Didier Tarquin, qui est le dessinateur de L'Enfeuse de Troyes, qui est une série qui a bien cartonné à l'époque, dans les années 90. Et voilà, lui, il faisait son premier album, son premier L'Enfeuse, il était fauché. Il a fait cet atelier pendant 2 ans, et c'est lui qui m'a vraiment fait voir ce qu'il y avait d'intéressant dans la BD, qui m'a montré aussi concrètement comment ça marchait. Donc, il m'a dit, bah, il faut écrire comme ça, un dessinateur, ça travaille comme ça, un éditeur, ça demande ça. Donc, il m'a concrétisé vachement les choses. Et à partir de là, c'est vrai que ça m'a bien titillé de continuer là-dedans, quoi. Après, sur les préférences, non. Je fais partie d'une génération qui a eu accès à tout. On a été bénis. C'est-à-dire que le comics avait déjà commencé à faire sa place dans les années 70-80. Début 90, le manga arrive en France, explose. Et moi, voilà, j'ai 15 ans à ce moment-là, quoi. Et je bouffe tout ça. Le comics américain, la BD underground, le manga qui arrive, Otomo,
Kishiro, enfin voilà, toutes ces choses-là qui vont énormément me marquer dans tous les sens. Plus la BD franco-belge qui reste aussi quelque chose qui est hyper nourrissant. Et nous, en Europe, on a cette chance d'être vraiment on a à disposition ces trois univers-là. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, dans une librairie, enfin avant le confinement, quand elle était ouverte, on a accès à tout. On peut lire quasiment l'intégralité de la production manga. On a énormément de choses américaines. On a tout. Franco-belge, ça c'est unique. Au Japon, ils ne savent pas ce qu'est de la BD. Ce qu'on fait là, c'est un peu un ovni. Leur proposer des trucs en couleur, avec des découpages, bref, ça leur semble complètement incongru. Et aux États-Unis, ils ont le manga fortement, ils ont le comics, mais la BD européenne, c'est quelque chose qui leur parle pas plus que ça en dehors de Tintin ou de. Alors Vous du êtes perdu. coup, j'ai une Non. dernière question pour toi. J'ai cru que je t'avais Ouais, perdu pendant 2 secondes, mais tu m'attendais en fait. pareil. J'ai une dernière question pour toi et ensuite, je vais te laisser, tranquille. La dernière question de Clément, c'est alors, Clément, pour, la petite histoire, il est scénariste, ciné-télé et donc du coup, il a une Ok. question qui, pour moi, fait très bien le parallèle avec, justement les producteurs, ciné-télé. Il te demande à quel point les éditeurs pèsent dans les décisions concernant une BD? Tout ce qui est histoire et dessin. Bah, ça dépend. Ça dépend des éditeurs. J'ai l'impression là, que ça va faire 20 ans que je fais de la BD. Oh, le vieux de la vieille. Non, mais j'ai l'impression que ça fait que c'est que depuis très récemment que je travaille avec des éditeurs ou des éditrices qui m'apportent un vrai plus d'un point de vue artistique, d'un point de vue créatif. C'est hyper récent. J'ai fait énormément de projets où en fait l'éditeur, une fois qu'il a signé le contrat, vous êtes en autonomie, quoi. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on peut tenter des trucs et puis on n'a pas forcément à avoir quelqu'un qui met le nez dedans. Les inconvénients, c'est quand vous faites vos premiers albums. Voilà, mes premiers albums, moi, quand je les relis aujourd'hui, ça me semble des ovnis tellement il y a des choses à rater dedans. Donc je me dis, voilà, on m'a laissé faire ça. Bon. Donc non, les éditeurs aujourd'hui sont rarement à demander des coupes, des changements. Euh, et rarement aussi, malheureusement, à avoir une vraie valeur artistique ajoutée. Donc ouais, voilà, avantages et inconvénients. Ça fait rêver un peu dit comme ça, tu vois? Non, mais peut-être, effectivement. Non, mais je peux comprendre, effectivement, que ça passerait avec, quoi. Bah, sur cette dernière question, je vais te laisser, dormir. Non, Faut aller mais faire la ça arrive. fête, en confinement. Voilà. Mais, Tout à fait. je te remercie énormément. Je sais, c'était, Non, mais comme vient de le dire Valérie, elle met que c'était lumineux et riche, c'est vrai. Donc, ah, bah, ça me va. donc Merci à vous. je la cite pour ça. Non, c'est vrai que c'était vraiment un super moment et c'était très agréable de voir toutes ces planches en plus. Donc, merci 1000 fois à toi et j'espère que voilà, tous ceux qui ont loupé le direct pour le revoir, tu pourras répondre aux questions et relire les questions si tu veux directement sur la vidéo. Voilà. Ok. Merci JC, c'était génial. Merci Sarah, merci à vous tous pour votre temps et puis bah, bon courage à tous. Prenez soin de vous, restez bien au chaud et puis un jour il fera beau, hein, et on rigolera de tout ça en terrasse. Merci beaucoup. Bye JC.